Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 4. Les champs de servitude. Partie 2. Le Greenland, ou Forêt d'Argent, compose la frontière de l'Oldarion et du Rorstheim. Elle n'a été surveillée qu'à de très rares moments. Elle a toujours offert une cachette parfaite pour les hors-la-loi en tout genre, pour les monstres et même parfois pour des garnisons militaires. La forêt parcourt un peu plus de 1000 leucas du nord au sud et presque 900 leucas d'est en ouest, à sa partie la plus dense. Elle est traversée dans sa longueur par les remparts ouest d'Aladrim, les dernières ruines démontrant de l'existence du royaume des anciens. Le sud de la forêt s'enfonce dans le Falheim, qui, dans sa surexploitation du bois d'argent, l'a fait reculer jusqu'à ses frontières. L'essence du pain argenté est très solide et offre, de par sa forme naturelle, une réserve de bois à poutres et à planches. Il résiste au temps, à l'usure et au feu. Ce faisant, il a longtemps été extrêmement prisé dans le Galanor. Stévan l'Illustre, philosophe et astronome de Talahavir, avait fait remonter l'origine de son utilisation au Premier Âge. Le pain argenté est originaire du Kalindrad, d'où il fut ramené, et planté par les esclaves humains. Il est dit qu'au nord, au pied des Stalrim, existeraient des arbres aussi vieux qu'Issar lui-même. Nicolas de Galari, 732, Troisième Âge. Chronique des Oldari. Bibliothèque de la Guilde. La vie de servitude est une existence difficile, mais en soi, bien plus simple que celle de maître. Car le labeur doit être suffisant pour que l'esclave perde toute volonté de fuir, et la nourriture ne doit seulement restituer que l'énergie nécessaire au labeur du jour suivant. Ajoutez à cela les insultes et les brimades répétées, et vous aurez un esclave servile, incapable de révolte ou de fuite. Cette réflexion minutieuse de la misère humaine fait de vous une créature digne du plus haut mépris, et ces hommes étaient on ne peut plus méprisables sur ce point. Voilà maintenant 3 ans que j'étais ici. Je parvenais à garder le fil du temps grâce à Danil, qui tenait lui-même ses informations de Tobias. Il y faisait parfois ses classes lors de leurs repas. L'un et l'autre passaient de plus en plus de temps ensemble, si bien que je commençais à me sentir seul. Danil avait même commencé à dormir en compagnie de Tobias. D'après lui, je bougeais bien trop durant mon sommeil. En ce qui me concerne, j'avais peu à peu perdu espoir de quitter cet endroit maudit. Chaque jour était une longue succession de brimades que ma mémoire d'enfant s'était efforcée d'oublier. Mon quotidien ne me laissait pas de place pour l'honneur, et je savais que je ne tirerais jamais de fierté à me rappeler de tels événements. Certaines choses laissèrent néanmoins une empreinte durable dans mon esprit. Mes rêves étaient de plus en plus vivides, et mon désir d'aventure devenait chaque jour plus fort. Je nourrissais le désir secret de laisser mes tâches derrière moi. Je voulais fuir le plus loin possible de cet enfer. Chaque année, un esclave tentait sa chance, et chaque année, il avait été rattrapé et exhibé sous nos yeux. Des jours durant, ils demeurèrent enchaînés à un poteau. Les esclavagistes ne prodiguaient aucun rite et laissaient les pauvres bougres se changer en morts-vivants au fur et à mesure des jours. Celui de l'année dernière portait mes chausses, qu'il avait rapiécées de manière à y fourrer ses grands pieds. Le malandrin les avait sans doute volées afin de pouvoir marcher plus vite à travers bois. Malheureusement pour lui, il fut rattrapé par les bandits. Dur de rester optimiste quand des hommes adultes ne cessent d'échouer lamentablement devant vos yeux. J'avais désormais 11 ans et on m'avait définitivement séparé de Danil en me mettant au défrichage de la forêt. Je ressentis de plus en plus une solitude effroyable face à cette situation. Je n'avais aucun contact avec les autres esclaves, qui parlaient presque tous avec un accent falard à couper au couteau. Les heures semblaient s'allonger lorsque je me trouvais séparé de Danil. De toutes les tâches, le défrichage de la forêt était la pire. Il fallait couper les grands arbres et retirer le système racinaire des pins afin d'augmenter la surface cultivable. Tout cela aidé d'un puissant bœuf. Le labeur n'avait rien d'une sinécure.
Les longues heures d'apprentissage en compagnie de Dal remontaient à mon esprit. D'après lui, les pins argentés étaient les arbres les plus grands du monde. Les Altes les auraient apportés de leur voyage sur le continent de l'Ouest. C'étaient des arbres colossaux et emplis de vigueur. Leurs racines allaient chercher l'eau au plus profond de la terre, si bien qu'il nous fallait creuser profondément afin d'en sortir la plus grande partie. Des colonies entières de blobs semblaient vivre dans les racines de ces pins. C'était la toute première fois de ma vie que j'avais affaire à de telles créatures. Ils émergeaient du sol comme une sorte de gelée grise à l'aspect pour le moins répugnant. Ils scintillaient sous les rayons du soleil tandis qu'ils cherchaient un endroit où s'enterrer de nouveau. Personne ne semblait avoir peur d'eux, et je jugeais qu'ils ne devaient par conséquent pas être agressifs. Mes articulations grinçaient furieusement, tandis que je frappais le sol de ma pioche. Chaque coup porté sur la terre meuble battait la mesure du rythme effréné de mon cœur. Pour moi, ce tambourinement de bruits internes était le son effrayant d'un corps que le labeur marquait définitivement. J'allais avoir les os meurtris avant l'âge. 3 jours auparavant, un esclave avait pris la fuite, et les Falar avaient lancé leur matin à sa poursuite. C'était le 2e cette année, et je n'avais pas eu de nouvelles de cet événement depuis. Tandis que je libérais à coups de pioche les racines d'un grand arbre, mes oreilles traînèrent pour essayer de récolter les quelques détails que mon esprit parvenait à déchiffrer. L'homme n'avait réussi à parcourir qu'une petite dizaine de locas avant que les chiens n'en aient fait de la bouillie. Je compris pourquoi la veille, on nous avait posé des chaînes aux chevilles. Elles avaient gêné mes mouvements toute la journée et commençaient même à me meurtrir les chairs. Tandis que je frappais le sol de ma pioche, le bœuf tirait sur les racines. J'observais attentivement les créatures visqueuses émerger de la terre et prendre rapidement la fuite vers la forêt. Cette vue avait le don de m'intriguer. Je crois que j'avais une honnête curiosité pour les créatures, quelles qu'elles soient. Un cri me tira soudainement de mes songes, et sans y réfléchir à 2 fois, mes jambes me portèrent dans la forêt. C'était la voix de Danil. J'entendis les esclaves autour de moi me mettre en garde, mais je ne leur prêtai pas l'oreille. Au moment où j'arrivais enfin sur les lieux, une scène pour le moins déconcertante s'offrit à moi. Tobias remettait son pantalon, et Danil gisait sur le sol, à demi nu. « Que se passe-t-il ici » m'exclamai-je, confus. Le vieillard se retourna précipitamment et m'observa d'un air dédaigneux. « Rien qui ne te regarde, mon garçon, » répondit-il, sèchement. Je fis un pas vers Danil, mais Tobias s'en fit de même et se positionna entre le jeune homme et moi. « Tu vas au-devant de gros problèmes. » Mes mains serrèrent davantage le manche de ma pioche, et un sourire étrange me déforma le visage. « Dégage, vieux dégénéré !» soufflai-je entre mes dents. Tobias fit un pas en arrière, mais ne se laissa pas démonter pour autant. « Si tu fais quoi que ce soit de stupide avec cette pioche, tu seras pendu, gamin. » J'avais toujours su que derrière la bienveillance et la politesse suintante du vieil homme se dissimulait quelque chose de sombre, quelque chose d'inavouable. Il avait pourtant raison. Si je tuais cette souillure, j'en paierais les conséquences, à n'en pas douter. Cependant, l'appel de la violence était bien trop alléchant. J'avais envie de le faire saigner, de lui percer le cœur, de lui briser les dents. Oui, les dents. J'allais au moins faire cela. D'un pas, j'ai réduit la distance entre moi et le vieil homme et lui flanquai un coup sévère dans les dents de devant. Ses lèvres flétries éclatèrent à l'unisson contre le plat de ma pioche, et un craquement retentit dans la forêt. Il bascula en arrière, et le sang se mit à jaillir de sa bouche, tandis qu'il roulait de douleur sur le sol. Je me saisis du bras de Danil, qui venait tout juste de remonter ses vêtements. « Viens !» hurlai-je à son adresse, tout en le tirant sans ménagement. Nous montâmes un dénivelé, aussi vite qu'il nous était possible. Tobias, maintenant pris de sussaillement, hurla de malédiction à mon adresse, tandis que nous quittâmes la forêt. « Attends, Maeve !»
Daniel me saisit le bras et me tira en arrière. « Je ne peux pas. »« Comment ça, tu ne peux pas ?» lançai-je, quelque peu agacé. « Si je prends ton parti, il va faire de ma vie un oblivion. » Je restai pantois, la bouche ouverte. Je venais de prendre son parti, à l'instant. Je m'étais exposé pour lui, et c'est à cela qu'il pensait. Retourner vers ce vieux vicelard. Je lâchai son poignet, et il m'observa quitter la forêt, les larmes lui coulant abondamment des yeux, comme deux rivières. J'étais incapable de comprendre son choix. Je réalisais à ce moment que je ne savais rien de ce jeune garçon, et qu'il n'était peut-être pas vraiment mon ami. « Maeve, attention !» s'exclama Daniel. Un coup d'une violence inouïe me jeta au sol, perclus de douleur. Je me mis en boule, dans l'attente du prochain coup qui ne se fit pas attendre. Le suivant arriva dans mes côtes, me blessant les doigts de ma main droite. Alors, les coups se répétèrent sous les yeux de Daniel et de quelques esclaves hébétés. Les pensées puisèrent dans mon esprit. Vais-je mourir? Supplie-le. Je songeais à Daniel, observant la scène, sans tenter quoi que ce soit. Je savais ce qu'il pensait. Mieux vaut lui que moi. La haine envahit mon cœur, pour lui, pour Tobias et pour le monde entier. La mort vous emporte tous, grognai-je entre mes dents. Le son de mes os grinçants et le martèlement de ses choses sur mon dos se stoppa, alors que je me trouvais au seuil de ce qui me parut être la mort. J'ignorais si quelqu'un avait entendu mes mots, et en vérité, je m'en moquais. « Hé toi, arrête ça !» lança une voix rauque, d'un ton de commandement. Sans dire un mot, il me laissa sur le sol, et je ne pouvais plus me relever. Jamais dans ma vie n'avais-je ressenti pareille douleur. Il avait essayé de me tuer. De cela, j'en étais convaincu. Je réalisai que ma main gauche tenait si fort à la mulette que les cerclages de fer avaient presque pénétré ma chair. Quelqu'un se précipita furieusement dans ma direction, et j'entendis la voix du vieillard tandis que mon esprit sombrait dans les ténèbres. Ton calvaire ne fait que commencer. Je pensais être mort, et une partie de moi en aurait été satisfaite. J'étais traité par ces hommes comme un outil qui n'avait pas la moindre valeur. J'étais un esclave. Cette vérité, bien qu'insupportable pour mon esprit, était claire comme le jour. J'étais habitué à ce traitement, mais ici, nulle règle, nulle compassion, simplement la vulgarité se mêlant à la violence. Ici, il n'y avait pas de futur. Il n'y avait rien. J'allais laisser un petit squelette aux animaux de la forêt, comme Bretta et comme tous ces esclaves morts qu'ils avaient jetés sans manière dans la nature. Mon esprit divaguait en s'enfonçant toujours plus dans les ténèbres, et j'atteignis bientôt ce lieu où ma vie de servitude prenait fin et mes rêves commençaient. Mon dernier bastion de liberté, inatteignable par leurs mains et leurs esprits souillés. J'étais déboussolé, fiévreux, et des images étranges s'imposaient à moi. Parfois, c'était Klaus, mon grand-père, qui m'avait jeté au sol afin de me rosser, et parfois, je revoyais Tobias. Comment faire la différence entre les rêves et la réalité? Marmonnai-je entre songe et éveil, en proie à la douleur. Une peur me rongeait. J'étais terrifié à l'idée que ces lieux n'aient trouvé un vide en mon âme à combler. Terrifié par la perspective de toujours avoir en moi un peu de cette servitude. Les années passeraient et ne laisseraient derrière elles que cette vie minable. Wellenval me semblait être il y a si longtemps. Une existence passée. Et ma vie d'enfant avec Gwyn, une idée, une sensation. J'avais perdu les clés de ma destinée et peut-être même celle de mon âme. Mes rêves étaient désormais mon seul refuge. Ils m'emmenaient là où mes jambes ne m'avaient jamais porté, là où mes yeux ne s'étaient jamais posés. J'avais quitté le Greenland. La cordillère des Stalrim, toute dent dehors, pointait à l'horizon, un repère visuel me donnant le nord.
L'eau fraîche clapotait contre mes chevilles. Je me trouvais dans le lit d'une rivière. Mon regard s'arrêta sur mon reflet, à sa surface, et je fus fasciné par la vision qui s'offrit à moi. Des cheveux longs lui tombaient sur le visage d'un homme fait. Une grande cicatrice lui fendait la chair, du front à la joue gauche, passant entre ses yeux, à la racine de son nez. Une barbe naissante donnait à la mâchoire de cet homme un aspect légèrement rugueux, et sa couleur contrastait avec le reste de son visage, extrêmement pâle. Mais le plus surprenant était la teinte de ses yeux. Ils étaient verts, plus encore que les feuillages des arbres et sensiblement luminescents. Je levai les yeux du cours d'eau. Mon attention se porta sur un puissant parfum de glycine. Sur la rive se tenait une femme. Elle m'observait, plus en hauteur, et mon cœur se souleva. La femme elfe, celle de mon précédent rêve, se dressait devant mon regard, ses cheveux plus sombres que la nuit, sa peau scintillant en harmonie avec la neige. Le tour de ses yeux légèrement assombri, pareil à une fleur venimeuse dont les pétales blancs se seraient parés d'une touche d'ébène. Mise en garde pour quiconque aurait le désir de l'accueillir. Elle m'observait en silence, son corps svelte et généreux, dressé au milieu de l'étendue blanc. Les prunelles d'un bleu qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. J'avais le sentiment d'avoir débusqué un animal merveilleux. Elle était là, à quelques pas, et quelque chose en moi me disait que si je ne faisais ne serait-ce qu'un mouvement, elle disparaîtrait. Elle était plus belle et plus douce encore que dans mes souvenirs. Elle portait à elle seule les standards de la beauté la plus pure sur ses frêles épaules. Je sentis la douleur me gagner et la neige s'assombrir autour de moi. Le rêve prenait fin. Je n'ai pas les mots pour vous décrire la souffrance physique et émotionnelle que cela me causa. Je ne voulais plus regagner la réalité. J'aurais tout donné pour ne pas revenir dans mon corps estropié. L'air frais de la montagne laissa peu à peu place à une chaleur. La douce musique de la nature se mua en craquements réguliers, ceux d'une cabane. Le parfum floral, auquel se mêlait celui de la terre humide, se changea en une odeur musquée, de sueur et de fièvre. Maeve, merci de m'avoir sauvé. Sans vous, c'en était fini de moi. La voix de la femme avait jailli tout autour de moi. Le paysage s'estompa devant mon regard comme la fumée portée par le vent, et mes yeux s'ouvrirent sur le plafond de la cabane misérable. J'étais vivant, et mon corps criait de douleur, tandis que mes poumons sifflaient en s'emplissant d'air. La mort aurait été une pitié, mais une part de moi aurait davantage souffert de ne plus jamais voir cette femme. Ma misérable existence dépendait désormais d'elle. J'étais seul, dans la pénombre, le corps brisé, avec pour unique compagnie mes pensées. Mon état était piteux. Cette brute m'avait fêlé les côtes, et je ne parvenais pas à bouger les doigts de ma main droite sans en ressentir une douleur foudroyante. Chaque respiration était un calvaire, et c'était une nouvelle vision des supplices de l'oblivion qui s'offrit à moi en ces lieux. Les jours, puis les semaines se succédèrent lentement dans la cabane putride, alors que mon corps guérissait doucement de ses blessures. La nourriture qu'on donnait aux esclaves n'était pas du tout faite pour aider au rétablissement. L'état de faiblesse dans lequel je me trouvais était insupportable. Un matin, tandis que je ruminais mes envies d'évasion, la porte de la cabane s'ouvrit au milieu de la journée, quand aucun esclave n'avait le droit d'y pénétrer. Si ce contenu vous a plu et que vous envisagez de me soutenir dans cette aventure unique, ma page Patreon vous est ouverte. Et parce que je crois au principe d'équivalence et que je ne peux recevoir quelque chose sans donner en contrepartie, chaque abonné à mon Patreon aura accès à un épisode de plus par semaine. Merci de votre écoute, et puissent les dieux veiller sur vous.